voilà, je veux parler un peu du travail de l'association et je vais déjà commencer avec vous présenter le plan de la présentation. Je veux démarrer par vous expliquer pourquoi une association dédiée à ce profil de comportement. Je vais vous présenter ce que l'association va faire auprès des familles, on essaye de faire, avec aussi ce que nous faisons, la manière dont nous travaillons avec les professionnels. Donc, alors, pourquoi une association? Caroline l'a très bien expliqué. La prise en charge de ces enfants, elle est très complexe. Déjà, on l'a dit au début, hein, il s'agit d'un phénomène qui est encore tabou, qui ne représente pas une catégorie diagnostique. Il ne faut pas chercher à diagnostiquer son enfant de comportement tyrannique. Ça n'existait pas. Il y a bien les troubles, mais le comportement en soi, ce n'est pas un diagnostic, c'est juste un profil de comportement. Donc, comme ce n'est pas un diagnostic, ben, aujourd'hui, il n'y a pas de prise en charge spécifique pour cette problématique, ce qui va isoler davantage les familles. Euh, c'est, comme on l'a bien expliqué également, ce sont des enfants soucieux du regard social qui adaptent leur comportement, donc avec des difficultés invisibles de l'extérieur, ce qui va décrédibiliser les parents dans leur recherche d'aide à un enfant difficile à être mobilisé, qui ne va pas vouloir confronter ses problèmes, qui est peu motivé par les soins, hein. Elle a parlé de la thérapie achetée, de la manipulation, entre guillemets, bien sûr, de professionnels non sensibilisés, des traitements médicamenteux qui peuvent faire l'objet de conflits. Je ne prends pas mon médicament si tu ne me donnes pas ça, etc. Donc, tout ça, avec le peu de nombre de professionnels sensibilisés, fait que les parents soient peu entendus et que tout ça, ça entrave l'accès à des soins adaptés. Donc, ça, je veux le passer. Donc, face à cette problématique bien complexe, hein, avec non seulement les troubles, mais aussi tout ce contexte de culpabilisation, des jugements, des difficultés rajoutées à l'accès aux soins, ben, ça fait qu'en décembre 2018, l'association a été créée par des parents qui sont eux-mêmes confrontés au comportement tyrannique de leurs propres enfants. Nous sommes tous ici dans l'association Parents d'enfants à comportement tyrannique, avec deux objectifs principaux. Le premier, c'est de permettre à ces parents de se rencontrer, de se soutenir et de partager leur expérience. C'est vraiment une manière de dire à ces parents, vous n'êtes plus seuls. Parce que ce sont des parents qui se sont sentis seuls au fil des années, depuis très longtemps. Mais en fait, on n'est pas seul. On est nombreux à vivre ces difficultés. Et depuis le début, les deuxièmes objectifs sur lesquels on essaie de travailler au même titre vraiment que sur le premier, c'est de sensibiliser les professionnels. Quand j'utilise le mot professionnel, c'est vraiment pas que de médecins ou des psychologues ou voilà, des psychiatres, etc. C'est vraiment des professionnels, des corps de métiers variés, comme on va le voir. C'est des travailleurs sociaux, des professionnels du monde de la justice. On en a besoin dans notre problématique, vous allez le voir. Donc, l'objectif, c'est que ces professionnels soient sensibilisés pour nous accompagner dans la recherche de solutions pour nos familles. Donc, je commence par le premier axe, hein, ce que l'association fait auprès des familles. Mais avant de vous montrer, de vous présenter nos actions, dans l'association React, on aime bien les données chiffrées. Caroline a présenté voilà, des troubles, elle a présenté des facteurs de risque. Donc, nous, au niveau du bureau, on a essayé de mettre des chiffres derrière ces idées, petit à petit, avec l'aide précieuse de nos parents membres qui sont volontaires pour remplir des questionnaires. Et toutes ces données qu'on recense, après, nous permettent de caractériser ces enfants et leurs parents pour essayer de mieux comprendre avec des données factuelles, chiffrées, voilà, de caractériser un peu les familles. Donc, déjà, je vous présente ici la dynamique de contact des familles auprès de l'association depuis sa création, hein. Donc, vous voyez que la dynamique est vraiment croissante. On a de plus en plus de contacts chaque année, de plus en plus d'adhérents également, avec quasiment 1900 familles depuis la création qui ont adhéré à l'association. Ces familles sont réparties, comme vous le voyez, partout sur le territoire français, mais aussi dans 21 pays à l'étranger.
Donc, voilà, c'est vraiment une localisation géographique qui commence à être assez importante. Donc, par rapport au questionnaire dont je vous parlais, ici, nous avons les 5 questions que Caroline a déjà présentées. Est-ce que vous avez peur de votre enfant? Est-ce que vous avez renoncé à beaucoup des choses du fait des troubles de votre enfant? Est-ce que vous êtes entravé, pardon, euh, pour prendre des décisions à la maison? Est-ce que vous avez honte? Est-ce que votre enfant est violent avec vous? Donc, vous voyez ici que sur 1700 parents qui ont répondu au questionnaire, ben, on tourne autour de 90% des parents qui vont répondre oui à cette question. C'est la barre plus foncée. Donc, c'est vraiment une grande partie des parents va répondre comme cela au questionnaire. Donc, on est vraiment, on peut le dire, dans la problématique, même si, bien sûr, encore une fois, je le dis, ce n'est pas un diagnostic, hein. C'est juste un profil des comportements. Donc, voici la répartition par sexe de nos enfants. Donc, avec 2 tiers des garçons pour 1 tiers des filles, avec plus de 1800 parents qui ont répondu. Donc, ça, c'est vraiment le reflet de l'expression clinique des troubles sous-jacents. En fait, c'est un peu comme ça pour le TDAH, pour le TOP également. Donc, voilà, c'est vraiment aussi un peu la preuve, entre guillemets, qu'on parle bien des troubles, en fait, quand on parle du comportement tyrannique. L'âge des enfants, des parents membres de l'association au moment de l'adhésion est réparti à présent entre 2 et 34 ans. Donc, voilà, on ne parle pas justement des adolescents avec des crises d'adolescence. Ce sont des comportements, comme l'a dit Caroline, qui démarrent vraiment dès la toute petite enfance. On a des familles qui nous contactent avec des bébés, voilà, qui nous disent, qui s'inquiètent déjà du comportement de leur bébé. Voilà. Et après, ben, quand on n'en fait rien de cela, ben, ça va aller jusqu'à l'âge adulte. Voilà, c'est vraiment de comportements qui, en fait, peut-être que les manifestations du comportement ne sont pas les mêmes, bien évidemment, avec un bébé et avec un jeune adulte de 25 ans, par exemple, mais les modes de fonctionnement sont les mêmes. C'est ça qui est intéressant à repérer. Et c'est en ça que la résistance non violente est applicable à tout âge, à peu près. Alors, une caractéristique de ces enfants, c'est que c'est quelque chose qui nous arrivait beaucoup des parents, qui est décrit aussi dans les livres. Ce sont des enfants qui sont vus comme très intelligents toujours. Et en fait, nous, on voulait mettre des chiffres un peu derrière cette appréciation. Et on a commencé à demander aux parents, pour ceux qui deviennent membres de l'association, pour ceux qui avaient déjà réalisé un test WISC, donc un test pour évaluer le profil cognitif de l'enfant, quel avait été le résultat. Donc, à peu près avec plus de 700 parents qui avaient fait le test, vous voyez que sur 669 où le bilan a pu être interprété, on a que les coefficients intellectuels de ces enfants est égal ou supérieur à 130 dans 74% de cas. Alors, ça, je tiens bien à dire, je ne suis pas ici en train de faire le lien entre l'HPI et le comportement tyrannique. L'HPI, ce n'est même pas un trouble, c'est un atout, hein. C'est un facteur de protection, et ça, c'est très démontré dans la littérature. C'est juste pour signaler que ces enfants ont des capacités intellectuelles, pardon, en général élevées. C'est juste ça. Il ne faut pas faire, voilà, je ne voudrais pas que ça puisse tendre à une confusion par rapport à cela. Une autre chose qui nous arrivait beaucoup des parents et que nous-mêmes nous avions observé dans nos propres situations, c'est que ces enfants, en fait, ont des capacités d'argumentation et linguistique vraiment très fortes, comme le disait Caroline, qui argumentent toujours, qui contre-argumentent, qui ont toujours leur dernier mot à dire, ils ont toujours raison. Donc, on a souhaité aussi un peu plus tard évaluer ça avec des chiffres et on a demandé aux parents, parmi les 5 catégories cognitives qui sont évaluées au niveau du test, c'est-à-dire la compréhension verbale, la mémoire de travail, les raisonnements fluides, etc., quelle est celle pour laquelle votre enfant a montré les scores les plus élevés. Et en fait, vous voyez que parmi les 5 catégories, c'est vraiment la compréhension verbale pour laquelle les enfants, pour plus de la moitié des enfants évalués, c'est celle qui sort en premier. Donc, ce n'était pas juste du ressenti des parents, on peut le constater avec les chiffres. Ce sont des données que continue toujours à recenser pour avoir une espèce de voilà, un nombre de réponses plus important.
Alors, on va venir aussi parler des troubles associés. Et là, on n'est pas en train de parler des diagnostics, nous ne sommes pas des médecins, donc c'est juste la réponse des parents, leur perception par rapport aux critères diagnostiques. Donc, on a parlé de dysrégulation émotionnelle avec plusieurs troubles qui ont été évoqués par Caroline. Donc, voici les réponses des parents. En foncé, c'est quand l'enfant va présenter le critère diagnostique, faute d'étourderie, distractibilité, etc., tout le temps, ou alors régulièrement, ou de temps en temps, ou jamais, comme c'est indiqué sur le graphe. Donc, vous voyez que dans 60-70% des cas en moyenne, d'après le parent, son enfant présente ce critère diagnostique, soit tout le temps, soit régulièrement. Quand on parle des critères diagnostiques du top, donc des enfants qui se mettent en colère, comme l'a dit Caroline, qui contestent ce qu'ils disent les adultes, qui ont l'air d'être tout le temps fâchés, etc., ben, en fait, c'est encore plus flagrant parce qu'on tourne autour de 90 ou 80% parfois sur les critères diagnostiques. Donc, c'est vraiment des enfants qui sont réellement dans l'opposition. Quand on parle du TDDE, elle a aussi mentionné ce trouble qui se manifeste par des crises de colère répétées et une humeur irritable et qui persiste entre les crises. C'est un peu pareil, on est à peu près à 60-70% d'enfants qui sont tout le temps ou régulièrement en colère avec cette humeur qui est irritable. Donc, on peut voir déjà que dès la réponse des parents, on, on peut déjà percevoir cette difficulté de régulation émotionnelle et ces enfants qui sont opposants, etc. Quand on parle de l'anxiété, c'est la deuxième dimension qui a été expliquée aussi par Caroline. On a aussi posé des questions aux parents au questionnaire. Et vous voyez, à gauche, il y a les réponses des parents aux troubles obsessionnels compulsifs, donc les rituels qu'elle a bien décrits dans sa présentation. Et après, les troubles anxieux généralisés, d'anxiété sociale ou d'anxiété de séparation. Donc, à chaque fois, avec plus de 1600 parents qui ont répondu. Bon, on tourne là autour de 40% selon les troubles, etc. Des parents qui disent oui, mon enfant présente ces types de comportements. Par contre, ici, ce qui a attiré notre attention, c'est qu'autour de 30% des parents ne savent pas dire si leur enfant présente ce type de difficultés. Et en fait, je pense que tu l'as évoqué aussi lors de ton exposé, le parent semble avant tout repérer la violence de façon beaucoup plus facile que l'insécurité de son enfant, ce qui est la conséquence de l'anxiété. Mais il ne faut pas oublier l'importance de l'anxiété parce que c'est ça qui va aussi, pour beaucoup, définir le comportement tyrannique. Il y a certes la dysrégulation émotionnelle, mais en fait, on est devant ici des enfants qui sont anxieux, donc qui ont besoin de contrôler. C'est de là que ou pas à la base aussi, hein, c'est ce besoin de hyper-contrôle que l'enfant ressent par rapport à ses parents, en fait. Donc, du coup, comme l'enfant est anxieux, ça a été aussi expliqué, il va tout faire pour adapter son comportement à l'extérieur. Donc, ce sont des enfants, voire inhibés à l'extérieur de la maison, c'est ce qui peut paraître paradoxal. Donc, avec leurs difficultés de gestion des émotions, ils vont utiliser leurs parents comme punching ball quand ils rentrent à la maison et on va retrouver la violence dans le foyer. Et en effet, les parents, hein, avec ici plus de 1600 parents qui ont répondu, pour 85% d'entre eux, ils vont dire mon enfant arrive à adapter son comportement à l'extérieur. Et même quand on parle avec ceux qui répondent non, il n'arrive pas, c'est rarement du même niveau. C'est des enfants qui peuvent parfois être un peu insolents au collège ou au lycée ou autre, mais ils ne vont pas arriver au niveau de violence en général, hein, qu'au niveau des violences auxquelles ils arrivent avec leurs parents à la maison. Bon, on a parlé des enfants, on va parler aussi des parents. Caroline l'a dit, c'est aussi décrit dans la littérature que Nathalie a pu générer. Voilà, elle parle de ses enfants, de ses parents, pardon, comme des parents très informés, avec un niveau d'instruction supérieur à la moyenne, des parents, pardon, très attentifs, etc. Donc, on a souhaité aussi évaluer un peu ces points-là. Donc, on a demandé aux parents membres de l'association leur niveau d'études. Et ici, vous voyez un graphique avec les colonnes qui sont foncées, les femmes en vert foncé et les hommes, les papas en bleu foncé. Ça, ce sont les données de l'INSEE
Donc, la population générale en France, quel est leur niveau d'études? Partant à gauche du niveau d'études le moins élevé, sans diplôme, jusqu'à niveau supérieur à Bac plus 2, tous les niveaux. Et après, en couleur plus claire, donc le vert clair pour les mamans et les bleus clairs pour les papas, membres de l'association REACT. Donc, vous voyez qu'il y a une surreprésentation des diplômes supérieurs et des carrières longues, on va dire, au sein de l'association par rapport à la population française en général, avec 68 des mamans qui ont des diplômes supérieurs par rapport, par exemple, seulement à la moitié ou moins de la moitié des femmes françaises en général qui ont ce type de diplôme. Et pareil pour les papas. Et avec une donc sous-représentation des personnes sous-diplômées au niveau de l'association, donc des parents d'enfants à comportement tyrannique, en gros par rapport à la population française. Cela se traduit logiquement par ce qu'on voit au niveau de la catégorie socio-professionnelle. Si on compare, c'est le même code de couleurs, les couleurs foncées pour les données de l'INSEE, donc la population française en général, et les couleurs plus claires, c'est les données des paramembres de l'association REACT. Vous voyez une surreprésentation des cadres au niveau de l'association, ici. Voilà. Avec plus de double des cadres parmi les femmes et les hommes que par rapport à la population française, et une sous-représentation des ouvriers peu qualifiés ou des employés peu qualifiés. Donc, effectivement, il semblerait que les membres de l'association REACT, en tout cas, ont un niveau d'études et une catégorie socio-professionnelle plus élevée que la moyenne. Alors, déjà, on peut déjà conclure que ce niveau d'instruction, et c'est ça qu'on observe en fait, va jouer à la défaveur des parents, parce que ce sont des parents qui sont, voilà, bien instruits, donc ils sont plus enclins à suranalyser, à essayer d'interpréter, de comprendre pourquoi mon enfant et comment ça se passe, et cela va enclencher la dynamique qui conduit au comportement tyrannique finalement, parce que ce sont des parents qui vont essayer toujours, voilà, de comprendre, de dialoguer, de chercher le pourquoi, du comment, et ça va jouer à leur défaveur. Après, on ne peut pas exclure toujours qu'il y ait un biais d'échantillonnage dans nos données, parce que on sait aussi que pour les familles les plus modestes, ben, il y a une difficulté d'accès aux soins de façon générale, pas seulement pour les troubles associés au comportement tyrannique, pour toute maladie, peu importe, d'accès à l'information de façon générale. Donc, et du coup, comme c'est un sujet tabou aussi, c'est seulement peut-être les parents qui font l'effort d'aller chercher, qui trouvent le CHU de Montpellier, ou qui trouvent des professionnels qui sont formés. Donc, on ne peut pas exclure ça non plus. Mais pour le moment, les données que nous avons confirment bien ce qui est décrit, qui avait été décrit par Nathalie Franck à l'époque dans son livre. Alors, donc, et du coup, ça a été expliqué par Caroline, donc je ne veux pas m'attarder sur cette diapositive, mais en fait, ce profil d'enfant avec ce profil des parents, c'est ce qu'on dit, voilà, c'est associé à cette double vulnérabilité qui va conduire à la dynamique qui met en place le comportement tyrannique. Parce qu'on a devant d'un enfant anxieux qui est en détresse, qui va émettre des signaux de détresse, et en tant que, 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 que mammifères, hein, les parents sont programmés biologiquement pour répondre aux signaux de détresse de leur enfant. Ça, c'est normal. On est des mammifères, tous les mammifères le font. Seulement, dans ce cas particulier, ça va renforcer ce cycle d'hyperaccommodation. Tout ça, c'est décrit dans la littérature scientifique. Ça a été, comme elle l'a dit, initialement décrit pour les TOC et après pour tous les troubles anxieux. Et on peut bien voir ce qui se passe dans nos familles confrontées à ces problématiques. Donc, les parents vont s'accommoder. Ça va réduire la détresse à court terme, forcément, mais à long terme, ça va induire des stratégies d'évitement. Ça va faire que l'enfant va dépendre, ça va augmenter la dépendance de l'enfant vis-à-vis de ses parents pour surmonter ses difficultés. Ça va donc conduire à long terme au maintien et à l'aggravation des symptômes. Et voilà, et ce cercle comme ça va se mettre à fonctionner. Et c'est cette prise de conscience de ce qui est en jeu dans nos familles qui est essentielle pour pouvoir s'en sortir. Parce que
Ici, il ne s'agit pas de dire aux parents, vous faites mal, c'est juste dire aux parents, avec cet enfant que vous avez, ce mode de fonctionnement qui est biologiquement ancré chez nous, c'est pas parce que voilà, vous faites mal. En tant que mammifères, nous sommes préprogrammés à agir comme ça. Si vous continuez à agir comme ça va jouer à votre défaveur. Et en plus, ces parents, ils peuvent bien voir qu'avec la fratrie, qui n'a pas les mêmes troubles, les mêmes difficultés, leur mode de fonctionnement ne pose pas des problèmes. C'est seulement avec ces enfants. Donc, c'est vraiment cette dyade entre l'enfant et particulier et ses parents hyper attentifs qui va conduire à, au comportement tyrannique. Donc, en effet, par la volonté du parent de diminuer la souffrance de l'enfant, elle va augmenter. Elle l'a bien expliqué, il ne s'agit pas de parler de lacunes en matière d'éducation, c'est juste un mode de fonctionnement à adapter. Donc, c'est ici que le réseau de soutien qu'il a déjà mentionné va être fondamental parce qu'il va aider aux parents à s'extraire de cette dynamique. Pourquoi? Parce que le réseau de soutien n'est pas prédisposé pour répondre aux signaux de détresse de l'enfant de la même manière que les parents. Et de la même manière, l'enfant, parce qu'il est anxieux, justement, il ne va pas pouvoir être enclin à s'appuyer sur le réseau de soutien de la même manière. Donc, ce réseau de soutien est vraiment fondamental pour aider les parents et la famille au sens large à sortir de la violence. Alors, ça, c'est la caractérisation des enfants et de leurs parents. Pour parler des actions que l'association propose auprès des parents, nous avons une réunion mensuelle de rencontres entre les parents, ça c'est depuis le début, hein, qui est proposée en présentiel et en visio, toujours. Tous nos réunions sont systématiquement proposées en visio parce que vous l'avez vu, nous avons des parents un peu partout. Les réunions en général sont en présentiel ici en périphérie de Toulouse, mais on fait de plus en plus de réunions délocalisées pour aller dans différentes villes en France pour rencontrer nos parents membres. On répond aux demandes des parents. On essaye, dans la mesure de notre possible, nous sommes des parents bénévoles, donc voilà, on fait comme on peut, mais on essaye de notre mieux pour accompagner de façon personnalisée les parents dans leurs difficultés, en particulier pour les parents qui ont des difficultés avec l'aide sociale à l'enfance, avec le livre pour enfants, avec je sais pas, monter en deuxième DPH, des choses comme ça, on peut les accompagner. On élabore des documents référentiels qui sont disponibles pour nos parents membres. On a une bibliothèque, une vidéothèque. On a une liste de professionnels de santé et autres qui sont sensibilisés au niveau national, maintenant aussi à l'étranger. Qui avant, alors cette liste avant, elle était accessible à tous. On ne regardait pas si les familles étaient membres ou pas. Maintenant, on a peu de professionnels formés, on a beaucoup de parents membres, on a dû prendre la décision de réserver ces informations aux membres de l'association. Ce n'est pas pour faire voilà, de la rétention d'informations, c'est vraiment pour ne pas pénaliser les familles membres parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas assez de professionnels encore pour accueillir tous les parents. Donc, c'est la seule raison pour laquelle voilà, on fait ça. Nous avons un groupe Facebook qui est réservé aux adhérents. Pourquoi? Pourquoi il est réservé? Pourquoi il n'est pas ouvert à tout le monde? C'est parce que vous l'avez compris, c'est une thématique, une problématique qui est encore taboue, mal comprise. Donc, ces parents sont généralement très jugés. Et sur les réseaux sociaux, on comprend bien que ça peut vite se passer avec un parent qui va partager une difficulté, d'autres parents qui, on va dire, par manque de connaissance de la situation, vont se permettre de faire des commentaires peut-être pas adaptés. Donc, nos parents membres sont déjà assez culpabilisés comme cela. Il ne faut pas en rajouter. Donc, c'est pour ça que le groupe est réservé. Grâce au travail de nos bénévoles, on peut maintenant proposer des cafés des parents dans plusieurs départements. On a des permanences physiques aussi dans la région toulousaine. On a aussi tous les 15 jours, grâce à un bénévole de l'association qui anime la libre antenne React. Donc, c'est un espace qui permet de répondre aux questions des parents entre deux réunions mensuelles, c'est un espace un peu plus dynamique que les réunions mensuelles où on va venir traiter des thèmes
précis. Donc, ça a lieu tous les 15 jours. Donc, ça permet vraiment d'avoir des contacts au sein de l'association de façon assez régulière. Voilà pour les actions principales qu'on propose auprès des parents. Et après, je finis par le deuxième axe, donc la sensibilisation des professionnels et le travail que l'on fait avec eux. Donc, nous avons aussi quelques données à vous présenter sur les professionnels en lien avec l'association depuis la création. Donc, vous voyez ici que la dynamique annuelle également, elle est grandissante, euh, avec des professionnels qui se répartissent comme cela sur les différents corps des métiers. Vous voyez qu'il y a des professionnels de la santé, de la justice un peu moins, mais bon, il y en a quelques-uns. C'est un monde d'accès difficile, mais on y travaille. Voilà, de la psychologie, du monde social ou des aspects scolaires. Il y en a moins aussi pour l'école parce que, comme l'a expliqué Caroline, nos enfants en général ne présentent pas des problèmes à l'école, des problèmes particuliers pour la plupart, hein. Quand je dis ça, c'est vraiment les généralités. Donc, c'est vrai que l'école, c'est pas là où on a le plus de professionnels non plus, même si ces professionnels s'intéressent à la problématique également. Parce qu'en fait, même si l'enfant ne présente pas un comportement inadapté à l'école, les enseignants, les animateurs, etc., peuvent jouer un rôle très important au niveau du réseau de soutien. Donc, c'est toujours intéressant que l'école soit informée de ce qui se passe à la maison. Alors, ces professionnels se trouvent aussi un peu partout sur le territoire français et aussi certains sont à l'étranger. Qu'est-ce qu'on fait avec ces professionnels? Alors, on a deux collaborations vraiment étroites avec deux équipes à l'hôpital. L'une des équipes qui se trouve à Montpellier, c'est l'équipe du docteur Nathalie Franck avec qui on collabore depuis la création de l'association. Et après, ici à Toulouse, avec le docteur Calvet-Lefer à l'hôpital Marchand, avec qui aussi on collabore de façon assez soutenue. Avec ces professionnels, on peut mener des actions qu'on peut qualifiées de ponctuelles, avec des interventions invitées au niveau des institutions publiques ou privées pour présenter les comportements tyranniques, la résistance non violente, l'association selon les demandes. On a fait des interventions au niveau des différents conseils départementaux, de la PJJ, des hôpitaux. Voilà, c'est à la demande de professionnels toujours et on est toujours partant pour aller réaliser ces actions de sensibilisation. On a réalisé aussi des tutoriels avec Nathalie Franck qui sont disponibles sur notre site internet, hein, sur le comportement tyrannique et sur la résistance non violente. On fait aussi avec certains professionnels des webinaires, des lives, voilà, des actions de communication diverses. Ça nous arrive de plus en plus, et c'est de plus en plus fréquent, d'avoir des demandes de la part des professionnels pour des échanges sur des situations particulières qu'ils suivent ou pour des demandes de conseils sur une telle ou telle situation, sur voilà, vraiment les raisons de ces contacts sont très diverses, mais c'est quelque chose qui arrive de façon de plus en plus fréquente et ça, c'est une très bonne nouvelle. On essaye aussi de collaborer avec les milieux universitaires et de recherche pour essayer de mieux caractériser la problématique et de façon à qu'elle soit mieux connue et à briser ce tabou, quoi. Et on intervient aussi quand on est invité dans des colloques, dans des congrès, justement pour les mêmes raisons, toujours parler, communiquer et faire connaître les particularités de cette problématique encore méconnue. Après, on a des actions un peu à plus long terme avec certains professionnels. Par exemple, avec Nathalie, comme l'a expliqué Caroline, on intervient en tant que parents experts au sein des groupes de guidance parentale pour être en complémentarité avec l'équipe soignante. Parce qu'une chose, c'est la théorie de la résistance non violente, ce que Caroline a expliqué tout à l'heure. Et autre chose, c'est en tant que parent, revenir à la maison et devant l'enfant en crise, mettre en place. Et on connaît bien les difficultés et de par notre propre expérience en tant que parent, mais aussi en tant que membre du bureau de l'association, on a connaissance de comment beaucoup de familles on peut traverser ces difficultés, trouver des astuces
pour surmonter les difficultés, les freins à la mise en place, etc. Donc, on essaye de partager un peu tout ça avec les parents. Avec le docteur Calvet-Lefebvre aussi à Toulouse, on a un programme des pères et danse. En fait, c'est un peu dans la même ligne. On participe au groupe de guidance parentale et avec elle aussi, ce qu'on fait, c'est un programme qui est à distance des groupes pour essayer d'évaluer déjà la pertinence des groupes. Est-ce que ça a aidé les parents 6 mois après, 1 an après, 2, 3 ans après d'avoir fait le groupe? Comment est-ce que les parents arrivent ou pas, ou plus, à mettre en place certains outils? Pourquoi? Comment on peut faire pour que, voilà, pour que les parents reprennent un peu l'envie ou la force? L'envie, ils ont toujours l'envie. Mais la force de continuer, parce que l'a très bien dit, hein, c'est vraiment un programme de résistance. Et c'est la partie la plus difficile pour les parents, hein. On a des données aussi sur ça. La non-violence, le parent va plus facilement rentrer dans la non-violence. La résistance, c'est plus difficile. On intervient aussi lors des formations des professionnels sur demande, justement dans la même idée, en complémentarité avec les professionnels qui font la formation pour donner notre point de vue en tant que parents. Et depuis 4 ans, on a créé ce que nous, on appelle le réseau national des professionnels REACT, donc qui ont réuni 1 fois par an, qu'on a réuni cette année au mois de juin à Paris. Et aussi, ce que je vous présente ici, c'est la dynamique de professionnels qui s'inscrivent à ces rencontres, qui est aussi croissante au fil des années. Donc, on est assez content de cette dynamique aussi, c'est important. Qu'est-ce qu'on fait pour faire connaître l'association? Mais on a une page Facebook, elle, ouverte à tous, hein. C'est pour vraiment communiquer des informations. On a un site internet qui a été mentionné par Caroline. Et d'après les retours qui nous font les professionnels, un site très utilisé par les professionnels. Donc, n'hésitez pas à le consulter si vous voulez savoir plus sur le comportement tyrannique. On a aussi une chaîne YouTube avec des capsules vidéo euh, euh, pour répondre à plein de questions que les parents se posent, que les professionnels peuvent se poser aussi sur tous les aspects relatifs au comportement tyrannique et à la résistance non violente. On a des plaquettes et des affiches. On a déjà distribué plus de 12 000 supports en France, à l'étranger, pas que nous, hein, le bureau, des professionnels, les parents, des associations, etc. Donc, il y en a ici au fond de la salle. Et pour toutes les personnes qui souhaiteraient en recevoir, il faut juste nous en faire la demande par mail. Et nous, on les envoie gratuitement par la poste. On a la newsletter React, dans laquelle on vient recenser les actions de l'association sur les derniers mois. On aussi travaille à la diffusion d'articles de sensibilisation auprès du grand public pour mieux faire connaître cette problématique. Elles sont aussi disponibles sur notre site internet. Et on essaye de faire des interventions dans les médias, dans la presse, à la radio, à la télé. Alors là, c'est vraiment pas pour le plaisir de passer à la télé. Bien au contraire, c'est pas facile pour les parents qui acceptent de témoigner. Donc, un grand merci à toutes ces familles, les parents, les mamans, les papas qui acceptent de parler de leur situation, voilà, comme ça, au grand public, parce que c'est pas facile de parler de ce qu'on vit. Mais ça permet vraiment à des familles qui sont confrontées à la problématique de se sentir reconnues et du coup de se sentir plus seules et voilà, de nous contacter. Et nous, on voit vraiment de notre place au bureau, à chaque fois qu'on fait, c'est pas, une émission radio, un passage télévision, un article de presse, peu importe, combien, voilà, le nombre de mails que l'on reçoit augmente, combien des familles nous disent, voilà, parfois c'est même pas la personne qui voit, c'est quelqu'un qui connaît la personne qui a vu et du coup lui a dit, regarde ça. Voilà, donc c'est vraiment précieux. Donc, voilà, les actions de communication au sens large sont très importantes. On sème des graines. Certains ne germeront jamais, mais il y en a qui germent et c'est comme ça qu'on avance en fait.
Donc voilà, notre association se positionne vraiment auprès de ces professionnels dans une relation qui est collaborative avec des professionnels qui viennent de différents corps de métiers, hein, comme on l'a dit. Notre idée, c'est vraiment de construire avec eux, de co-construire un projet pour nos enfants. Il est vraiment important qu'il y ait un maillage entre les différents intervenants. Il est vraiment important que le pédopsie parle à l'assistante sociale et tout ça, c'est vraiment très important. Et nous, on essaye de jouer notre rôle à ce niveau-là. Et je finis avec cette diapositive, juste en remerciant vraiment nos familles membres, les professionnels qui nous soutiennent, et avec ces nuages de mots qu'on avait construits il y a déjà un certain temps, avec les contenus des messages des parents qui se mettent en relation avec l'association. On avait mis ça dans le logiciel. Et ça, c'est le nuage de mots qui est sorti. On pense que ça illustre vraiment ce que les familles membres traversent dans leur quotidien. Donc, je vous laisse avec ça et avec notre message toujours pressant pour dire aux parents, vous n'êtes plus seuls. Voilà, merci beaucoup.